le bureau des sports. Une famille de 12 potes, étudiants comme moi, dans la même école de commerce, et dont les idées sont souvent haut perchées, oui. Je suis plus connue pour cette association que pour ma passion à apprendre mes leçons. Cette école met au cœur de son programme un complexe associatif monstrueux. Chaque personne peut y trouver son compte et s'épanouir selon ses centres d'intérêt. Moi, ça sera le sport. Étant le plus gros BDS de France, c'est une véritable entreprise avec de grands projets, de gros budgets, des objectifs à atteindre et des groupes à manager. Une formation tant humaine que professionnelle. Pour ma part, j'ai en charge le pôle sport collectif et plus précisément la gestion des coachs. C'est si exaltant de travailler de près avec les sportifs, mais surtout de les voir gagner, perdre, rebondir et dynamiser leurs équipes. En 3 mots, la force du sport. J'ai découvert que motiver, créer et entreprendre des projets est ce qui m'anime par-dessus tout. Ce 3 avril n'est pas un jour tout à fait comme les autres. Comme chaque année, il laisse des traces. On s'apprête à vivre ce fameux challenge qui rassemble 5 écoles de commerce. Mon état d'excitation est à son maximum. Cela fait 6 mois que chaque établissement prépare ses armes pour affronter cette rencontre dont le but est d'affermir nos valeurs communes à travers le sport et notre imagination. Au fait, je me présente. Ici, on m'appelle Barney, ou plutôt Taz. Ça vous donne une idée du zébulon dont le ressort de 160 cm va souvent dans les excès. C'est ma voix de poissonnière et mes idées décalées qui m'ont fait devenir capot. En langage plus courant, c'est celui qui motive les troupes et qui permet au collectif d'être plus fort et plus soudé pour remporter le trophée. Une lourde responsabilité. Je suis d'ailleurs cette année la seule fille de mon école à occuper ce poste. Mes problèmes d'élocution, avec parfois des mots qui s'entrechoquent, donnant lieu à des contresens hilarants, m'ont fait gagner mes galons de Gaston. C'est mon autre surnom que je dois à mon cerveau pas très ordonné. Pour enfoncer le clou sans trop forcer, je réfléchis souvent après avoir parlé. J'ai la gouaille d'une bonne vivante, toujours à l'affût d'un nouveau plan farfelu. Cramer sur une serviette de plage n'est pas mon passe-temps favori. Ce 3 avril 2015, tout est réuni pour nous emporter dans des émotions rares, qui n'appartiennent qu'à ce genre d'événement. Plus de 1500 étudiants venus de toute la France, maquillés, peinturlurés de la tête aux pieds, à chanter et crier le plus fort possible des slogans à la gloire de son camp. 2000 enfants de plus de 20 ans. Chacun ses couleurs. Pour nous, Marseille, qui organisons l'événement, ce sera le bleu et blanc. Nancy a choisi l'orange et le noir, Bordeaux le rouge, Rouen a marié le vert au blanc, tandis que Reims préfère le violet. Toutes ces couleurs réunies dans un même esprit de joie et de fête donnent une vraie ambiance de carnaval. Les chars et les constructions délirantes imaginées par chaque école font naître des cris, des rires et des sourires. Ce 3 avril 2015, pas besoin de réveil. 6 heures du matin, j'ai déjà les yeux grands ouverts. En 5 minutes, je suis habillée, peinturée, prête à décoller. Dès les premiers pas en direction du complexe sportif, mon cœur s'emballe, trop impatient de découvrir la folie créatrice de nos camarades. Je sens derrière moi toute mon équipe bien remontée. Je veux tout donner pour ce challenge de ma dernière année. Pour tout vous dire, c'est une sensation tellement stimulante que je ne pourrais faire autrement. Réussir à donner son maximum pour n'avoir aucun regret. C'est un peu la philosophie de vie derrière laquelle je cours depuis quelques années. Me voilà partie, plus motivée que jamais, pour aller crier haut et fort les couleurs de mon école. Un peu débile, mais tellement drôle. Ce samedi, le stress est palpable, même si l'heure est avant tout à la fête. De mon côté, je suis boostée par l'envie de décrocher ce foutu trophée. Après une journée à 360 degrés à avaler mon mégaphone, curieusement, le lendemain, mon champ d'action se limite. Je suis toujours aussi motivée, mais quelques camarades ont sauté de mon champ de vision. Je suis obligée de tourner ma tête de gauche à droite pour apercevoir mes coéquipiers parqués sur les bas-côtés. Étrange. J'ai l'impression d'avoir oublié des lunettes que je n'ai d'ailleurs jamais portées. Ce rétrécissement soudain de ma vue ne m'empêche pas de continuer à motiver mes troupes. Devant le flou qui s'installe, je commence à imaginer des hypothèses comme:
Je dois certainement faire une allergie à la peinture, que je me suis tartinée sur la figure, non? C'est suffisant pour me rassurer. Quelques heures plus tard, un zeste de curiosité questionne mon cerveau gauche. Je demande à des amis de plonger leurs yeux dans les miens et de bien regarder s'il n'y a pas d'objet non identifié qui ne se serait égaré. RAS, me disent-ils. On se marre tous les trois, et on repart en première ligne, pensant que maladroite comme je suis, j'ai dû me mettre de la peinture dans l'œil. La troisième journée se termine dans la joie et l'euphorie. On remporte le trophée, que je ne vois qu'à moitié. Ma vue commence sérieusement à baisser. Dans le bus qui me ramène chez moi, je m'inquiète. Je fais des tests de vision sans m'arrêter. Je cache un œil puis l'autre, pour voir ce qui disparaît. Je ne comprends rien. Mais je décide de ne rien comprendre. Je rentre me démaquiller, retire cette peinture et pars en soirée pour fêter le trophée. Fin de journée bien mouvementée, non? Quand je me couche le soir, ou plutôt au petit matin, je ne sais pas très bien si c'est la peinture, l'alcool ou moi qui est à l'origine de cette vision alternée. Le lendemain matin, panique au ravi. Tout s'est aggravé. Le net a définitivement disparu. Réflexe naturel, j'appelle ma mère et lui demande conseil. Prudente et réaliste, elle me dit « Marine, ne joue pas avec la vue, s'il te plaît. » Voyant que je ne prenais pas ça au sérieux, elle me préconise d'aller voir un médecin, de toute urgence. Au fond de moi, ça me saoulait déjà. Mais je prends conscience que ça fait quand même 4 jours que ma vue dégringole. Il me reste un peu encore de vision pour choper le numéro de téléphone de l'ophtalmologue le plus proche. Malgré tout ça, je reste confiante. Je suis convaincue que l'ophtalmologue va régler ça avec quelques gouttes et 3 mouvements appropriés. Je pars avec légèreté et confiance, même si je reste vigilante sur les bas-côtés histoire de ne pas me prendre un platane ou un bus qui ne se serait pas inscrit dans mon champ de vision. Je déboule dans un cabinet d'ophtalmologue, avenue du Prado. La secrétaire a accepté de me prendre en urgence après que je lui ai expliqué ce qu'il m'arrivait. En moins de 10 secondes, le médecin spécialiste me laisse sans voix. « Ce n'est pas de mon ressort, » me dit-elle. Puis elle poursuit. « Mademoiselle, je ne peux rien faire pour vous. Rejoignez vite les urgences. »« Pardon ? Je comprends rien là. »« Pourquoi, madame ?»« Écoutez, ce n'est pas de mon ressort, insiste-t-elle. Allez aux urgences. C'est important ce qu'il se passe. Et puis passez une bonne journée. » Elle ne me fait pas payer pour sa consultation express. Pour la première fois, j'aurais préféré payer et en savoir plus. Et bim. Moi qui venais pour une allergie, je me fais embarquer aux urgences pour des analyses plus poussées. Je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de me rassurer comme je peux. Ça va aller, Marine. La seule chose qui m'ennuie à cet instant, c'est peut-être de rater l'apéro, enfin, c'est ce qui me rassure. Quand je pousse la porte des urgences, impossible d'imaginer que je resterai là pendant 15 jours, clouée au lit sous perfusion pour trouver mon diagnostic. Beaucoup de radio et d'IRM pour comprendre d'où vient cette paralysie ophtalmique. Je suis là, sans rien comprendre, et sans personne pour me dire quoi que ce soit. J'arrive pour la première fois dans un trou noir, au vrai sens du terme. Je ne vois plus et ne comprends rien. Le trou noir est infernal. Être dans l'inconnu face à son corps qui lâche est une sensation terriblement déstabilisante, tout comme être dans ce tunnel où aucune porte de sortie n'est en vue, alors que les idées noires, elles, sont partout autour de moi. On ne comprend pas, et personne n'a le temps de se poser sur votre lit pour vous rassurer. C'est dans ces moments-là que nous nous rendons compte que sans notre corps, nous ne sommes strictement rien. La moindre petite partie ou cellule a son rôle. Elle nous permet d'avancer, de marcher, de toucher, de sentir, de réagir, de comprendre, d'écouter, de voir et même d'analyser. C'est notre véhicule en fait. Notre corps est d'une beauté infinie, aussi bien par ses mystères que par sa complexité non quantifiable. Comment faire pour être à son écoute? Attendre de découvrir qu'il est en panne pour jouir du dépannage? Je réalise cela sur mon lit d'hôpital. Mais pourquoi avoir attendu? Pourquoi suis-je là en ce moment? Pourquoi ne l'ai-je pas écouté avant? Je ne sais pas.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.